nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes filles au comportement explosif. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Grand Reportage. Ces derniers mois, en France, plusieurs cas de violences perpétrées par des adolescentes ont défrayé la chronique. En clair, les filles n'hésitent plus à sortir les poings. Elles calqueraient leur comportement sur celui des garçons. Une violence qui peut choquer car elle va à l'encontre d'une certaine image de la femme dans notre société. Mais pour mieux comprendre ce phénomène qui gagne du terrain, une journaliste française a rencontré des jeunes filles au tempérament violent. Des histoires qui souvent cachent de graves souffrances morales. Et on dirait que plus les filles ont mal, plus elles veulent faire mal. On en a marre des clichés, des filles de cité, que la presse tente d'expliquer que si elles ne sont pas voilées, elles sentent le parfum d'un visage brûlé. Elles aussi rêvent d'une vie meilleure, d'une vie honnête. Des témoignages en plus, je crois qu'il était temps de tirer la sonnette. Mais faut savoir se montrer forte, quand soi-disant, nous, on n'a rien dans le froc. Energy seems to have found you. Let's take a look around and find the positive peaks that will ground you. When life is like a tunnel and you can't see no light, just meditate and stay focused and you'll be alright. Some things are possible, 'cause all things are possible. 2 août 2006, 5 adolescentes torturent avec sauvagerie une de leurs camarades dans un foyer. Un mois plus tard, une fille de 14 ans est violée par 3 adolescentes. Fait divers exceptionnel? Sans doute. Mais reste une évidence, la violence au féminin est un tabou. Pour lever un coin du voile, nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes filles au comportement explosif. Première étape, un collège d'une cité de banlieue. Ici, quand les filles pètent les plombs, elles se prennent d'abord pour des garçons. Exemple, Bénédicte, 15 ans, une forte tête. Au collège, les garçons la traitent de bonhomme. T'es plutôt habillée comment? En gars, parce que j'ai mis un baggy. Et là, en haut, c'est meuf. Voilà. Ça veut dire quoi? Explique-moi. Ben, ça veut dire que je me suis pas habillée tout en garçon. Ici, j'ai mis un haut de meuf, un haut de fille, là, un bas de garçon et les chaussures de fille. Basket, jean, t-shirt, la panoplie idéale pour courir et cogner. Si on me cherche en me traitant, des choses comme ça, ben voilà, c'est là où je commence à m'énerver et tout. On va te traiter de quoi, par exemple, qui va t'énerver? Ben quand on traite ma mère, je sais pas moi, quand on m'insulte et tout, quand on me cherche, qu'on fait des histoires. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu peux me donner un exemple? Ouais, nique ta mère, nique ton père, des choses comme ça. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben je vais lui dire pour quand même traiter tout, et après... Bah après voilà, après je commence à l'expliquer, après si elle est pas contente, et bah c'est là où on va commencer à se taper. Hein. Ça suffit pas d'expliquer avec des mots? Non, parce qu'ils comprennent pas avec les mots. C'est mieux, ils comprennent avec qu'on les tape. Insultes, agressions, bagarres. Ici, les filles n'ont besoin de personne pour régler leur compte. De loin, nous observons ce qui se passe en cours de récré. Ce qui surprend, c'est ce corps à corps permanent. Jeu anodin ou vraie violence? Après la récré, Bénédicte et sa bande, Gwendoline et Linda, 15 ans, ont rendez-vous avec l'assistante sociale. Elles viennent de se prendre la tête avec une autre fille du collège. Et comme d'habitude, c'est l'assistante sociale qui joue les pompiers. C'est la fille là, je sais pas comment elle s'appelle là, elle est en 5e je crois. Elle se la raconte, elle nous regarde mal tout ça. Elle croit, ouais, et elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle nous aime pas. On se la raconte à la mort. Elle a dit ça. Ouais, on la tape ou on parle? Voilà, je rigole. Non mais c'est vrai madame, elle nous regarde mal. Elle nous regarde trop mal. En plus elle est nouvelle, elle va faire Après, encore on l'a des histoires. réglé. On Moi, l'a après, dit voilà. qu'elle arrête de nous regarder mal. Bah là moi je dis. Et qu'elle se calme. C'est bon, ok, vous avez réglé, vous vous êtes comportée en grande, vous avez été la voir. Vous lui avez simplement dit, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Apparemment, il n'y a pas de problème, elle a baissé les yeux, maintenant c'est bon, on passe à d'autres choses. On est d'accord? Oui, vous madame. passez à d'autres choses. Et vous arrêtez de provoquer, parce que je vous connais aussi. Donc maintenant, vous évitez de la calculer, quoi. Des ragots, un regard de travers, un rien suffit pour mettre le feu aux poudres.
Se battre, c'est presque une question d'honneur. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile d'arriver à être intégré dans le collège avec les garçons quand on a un comportement de mec, c'est-à-dire avec des paroles un peu virulentes, que d'être la petite fille, je dirais, sage avec ses copines. C'est plus violent à des bagarres de garçons que de filles, c'est sûr. Si, parce que les garçons, C'est plus eux, violent les garçons, parce c'est que- chaud oui, quand même, c'est ouais. les coups de poing. Maintenant, je peux te dire que moi, j'ai vu des filles, suite à des bagarres de filles, arriver à l'hôpital pour traumatisme crânien et des choses comme ça. C'est là, à force de s'arracher les cheveux et puis à se balancer par terre et tout ça, ça peut être difficile par moments. Après les cours, direction le gymnase. Ici, les filles ont l'habitude de se mesurer aux garçons. Ballon aux pieds, elles sont sans complexe. Puisqu'elles veulent être comme les mecs, alors pas de quartier. Ils ont toujours la mentalité d'avant. Genre, une fille, c'est fait pour rester à la maison, faire le ménage, tout ça. Mais une fille, c'est pas fait pour ça. Normalement, la liberté, c'est tout le monde. On a des droits, c'est égaux. C'est pas parce qu'on est des filles que, oui, on va pas jouer au foot. Les filles, ils vont pas, comment dire, ils vont pas parler mal, tout ça. Faut qu'ils apprennent que, voilà. Quelque part, on est, je sais pas, on est un peu obligé d'être un tout petit peu avec un caractère de garçon pour que, voilà, qu'ils comprennent qu'on ne se laisse pas faire tout le temps. Moi, je veux pas qu'ils disent que, ouais, moi, je suis un bonhomme. Moi, je suis pas un bonhomme, moi. Franchement, je l'assume, je suis une fille et franchement, je suis fière. Je suis pas un bonhomme. Au fond, c'est vrai, Bénédicte, Gwendoline, Linda et les autres sont restées des petites filles. Mais des filles qui ont besoin de jouer aux mecs, de dominer et de provoquer. Seul moyen efficace pour elles de se faire respecter. On en parle peu de ces filles de banlieue. Lâchez vos préjugés, on va se regarder dans le blanc des yeux. Je m'engage pour elles de la cité. À l'école, on d'autres codes que la laïcité. Les mecs matent quand elles sont en pantalon moulé. Les mecs se marrent quand elles sont en jogging, basket ou col roulé. Les traitent pas de connasses quand le regard des autres, elles connaissent. Mais je te parle pas de filles soumises, mais de celles qui y sourient. Quand de là où elles viennent, elles sont un minimum comprises. Quand les filles pètent les plombs, elles peuvent aller loin. Coups, menaces, actes de torture et de barbarie. En 10 ans, le nombre d'adolescentes mises en cause pour violences aggravées a triplé. Ici, au centre éducatif fermé de Beauvais, nous avons rencontré de jeunes délinquantes responsables d'actes graves. Le CEF n'est pas une prison, mais ça y ressemble. Porte fermée à double tour, interdiction de sortir sans surveillance et visite réduite. Sur 10 adolescents, on compte 3 filles pour 6 garçons, soit un tiers. Une proportion qui n'a donc rien de négligeable. Premier choc avec Émilie, 15 ans. Nous arrivons à peine que déjà sa violence explose. Tu vas pas prendre la tête, tu vas défoncer là. Ouais, c'est ça. Ta gueule. J'ai pas aller en costume. Vas-y, tu veux pas que tu commences là, Placée au CEF pour vol et agression, cela fait 2 mois qu'Émilie est là. Et c'est le clash en permanence. Aujourd'hui encore, elle en a appris une fille du centre. Je vais pas la décapiter aujourd'hui parce que je sais qu'il y a ma mère qui vient le mettre. J'ai pas envie de me faire enlever ma mère. Donc, je vais juste laisser jusqu'au 9. Après le 10, elle me dit un seul mot de travers, je la décapite. Un seul mot de travers, mais un seul. Même pas un truc, je crois que je la... C'est ça qui t'énerve ? Hein ? C'est ça qui t'énerve ? Bah ouais, mais elle prend trop la confiance, elle croit que je suis sa copine. Ouais, je suis pas sa copine, moi. Moi, je suis ici, je fais mon placement, je me casse et puis basta. À mon avis, ça lui a pas suffi ce que j'ai fait la dernière fois. Ça lui a pas suffi, à mon avis. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Je l'ai défoncé. Ça lui a pas suffi. Elle comprend pas. Je vais lui faire comprendre autrement. Peut-être avec une grosse tarte dans sa gueule ou avec un putain de couteau dans sa gueule, peut-être qu'elle va comprendre. Hein. Il y en a, ils comprennent qu'avec les coups, donc. On peut peut-être essayer. Baston entre filles, bagarre avec les éducateurs. Émilie s'est même blessé la main en cognant un responsable du centre.
Difficile de communiquer autrement que par la violence quand on ne connaît que ça. Au CEF, on essaye pourtant de redonner des bases à ces ados délinquants. T'as fini? Non. Alors, tu fais l'effort de finir jusqu'au bout, c'est ce qu'il t'a demandé. Après, si jamais ça te saoule vraiment et que tu veux pas finir, c'est ton choix. Moi, c'est ce que je vais mettre dans ton bilan scolaire. Je t'explique parce que toi, c'est mauvais. Ah, tu verras qu'au bout de quelques mois, on s'en Déjà ce matin, j'avais pas envie de venir. Ah oui, mais il y aura d'autres matins, et puis il y aura des matins où tu auras peut-être envie de venir, parce qu'à force de rester et de faire des conneries, on n'obtient aucun week-end, on n'obtient rien. Carrément oublié. Bon, il y a quelques fautes, hein, d'orthographe. Oh bah ça... Non, mais... On pourrait croire qu'il y a beaucoup de violence filles-garçons, et on peut l'entendre dans la société, de mixité, et on s'aperçoit que les problématiques entre filles sont très lourdes et sont très dures à résoudre, parce que c'est de la violence crue, ça parle très crûment, et quand ça déborde sur de la violence physique, c'est « je te supporte plus ». C'est une personne, c'est une autre jeune femme, elle arrive en concurrence dans un groupe, et il faut que je me la fasse, quoi. Famille disloquée, parcours chaotique. Quelle chance a-t-on d'échapper à la violence quand on a manqué des repères les plus essentiels? La place de la femme dans certains... Très dur hein, de parler de ça. Dans certaines familles, elles ont juste le droit de se taire par moment. Donc quand elles viennent ici, elles ont déjà passé par ça. Et puis la délinquance leur a permis de s'exprimer à ces jeunes filles. Au CEF, l'attitude d'Émilie commence sérieusement à énerver l'équipe. C'en est trop. C'est le moment de rendre des comptes avec le chef de service. Quand tu fais la connerie, tu penses pas à ta famille. Laisse-moi rentrer, wesh. Non, t'es pas calme. T'es pas calme. De quoi relancer le débat sur la décriminalisation après les projets de loi abandonnés à Ottawa. Les 200 premiers soldats québécois vont quitter Valcartier dimanche. Un autre revient de l'Afghanistan et jure que s'il le pouvait, il les retiendrait. À plus tard. S'il te plaît. Maintenant. Allez, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Alors en gros, donc, 2 notes d'incident. C'est pas mal en 10 jours. Plutôt bien. Pas de sortie durant le week-end. Jusqu'au 20 novembre. Ça implique que ce week-end, tu bouges pas. Vous êtes 3. Le week-end prochain, tu bouges pas. Ensuite, il y a une réparation au niveau de l'argent. Famille, pas argent de poche. Wesh, si vous arrive quoi, j'ai pas... C'est vous qui venez de me mettre 1 euro, wesh. Ça c'est pas... La réponse que je te donne, elle a rien à voir avec celle que... Ma mère, elle va me donner une seule fois de l'argent, wesh, vous allez pas la prendre, ça, je vous dis direct, hein. Mais ne crie pas, je t'entends. J'ai pas de... Allez, ça va quoi, je fais ça mon entretien. Vous avez de l'argent. Attends, 10 secondes. Si tu sors, ce sera pire. Eh ben, ce sera pire. Moi, je te parle. Tu veux pas... Pour le moment, c'est fini. Tu peux t'énerver, c'est pas un problème. Putain, le perso, celui. Bah écoute. Je suis dans la classe devant. Voilà. Maintenant, tu vas réfléchir et tu vas prendre l'air. Les choses sont simples. Non. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oui. T'en as pas. Tu n'en as pas. Je sais, tu me l'as déjà dit la dernière fois. Maman est une pute, je vais aller me faire enculer, etc., etc. C'est ma passion, c'est mon truc. C'est pas moi qui ai cramé les poubelles, donc c'est sale pute, je vais la crever. C'est à cause d'elle que j'ai pas mon argent de poche, je vais la crever. Elle prend pas l'argent, on ne le prend pas, on ne le vole pas à ta famille l'argent. Putain. Parce que quand tu fais la connerie, non, je me pousserai pas. Quand tu fais la connerie, tu penses pas à ta famille. Mais laisse-moi rentrer, wesh. Non, t'es pas calme, t'es pas calme. Regarde, tu as vu comment tu me regardes? Ça, tu peux pas, tu ne peux pas. Vas-y, laisse-moi rentrer là, laisse-moi rentrer. Non, je t'ai dit, tu n'es pas calme. Laisse-moi rentrer. Me touche pas, tu n'es pas calme. Tu vois, c'est qui lui fait péter les plombs après? Bah, rien du tout, moi, c'est toi qui viens vers moi. C'est toi qui viens vers moi, moi je fais rien, moi. Fils de pute. Ça, je le sais, tu me l'as déjà dit. Après, ça y est, c'est bon, j'ai compris. De cette grosse chienne, je vais la crever sa mère à pute, elle. Non, c'est pas possible. La crever, tu vois. Ça, c'est pas possible. Pute, toi. Dans pas longtemps, il meurt. L'histoire d'Émilie ressemble à celle des autres filles du centre.
parents présents mais démissionnaires, une adolescence ballottée de foyer en foyer. Une vraie caïd, presque invincible. C'est l'image qu'Émilie a voulu nous donner, dans une mise en scène parfois évidente de sa propre violence. Pour nous intimider ou nous toucher, peu importe, on n'est pas insensible à ces filles-là. On porte l'attitude et le style garçon manqué, une carapace protectrice, et tant pis si ça peut choquer. Cheveux attachés ou coupe court, ce genre de fille où ta parole, on te la coupe court. On leur parle jamais autrement, donc elles répondent par l'agressivité. Des conneries en récidive, un récit difficile que j'aurais eu du mal à éviter. Quand les filles pètent les plombs, que deviennent-elles des années plus tard? Comment se reconstruire après tant de violence? Nous prenons la direction d'Annecy, loin du béton et des HLM, pour rencontrer une de ces filles. Une fille qui a tout connu, des coups donnés, reçus, l'alcool, la galère. Maude a aujourd'hui 23 ans. Avec sa chienne qu'elle a appelée étrangement Gonzesse, Maude nous guide à travers sa ville et son histoire. Donc là, c'est là que j'ai vécu pendant presque un an. C'est vraiment le bordel, hein. Vraiment le bordel. Donc on était deux, il y avait moi et mon copain ici. Moi et mon copain. Qu'est-ce que c'est? Des squats, Maude en a connu des dizaines. Partie de chez elle à 16 ans, elle a vécu 7 ans comme une SDF. Elle est habituée à ces conditions de vie extrêmes, mais pour nous, le choc est rude. Allez, pose-toi là. Le fait de passer par la rue, je pense qu'on est quand même des femmes assez fortes et avec un caractère très marqué. Je pense que même aujourd'hui, en moi, ça se voit que je suis passée par des trucs quand même difficiles. J'ai un vocabulaire qui n'est pas forcément top ou des réactions un peu trop speed pour une fille, justement, quoi. Une violence aussi, quelque part? Moi, maintenant, mais il y a quelques années en arrière, ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup. Beaucoup de violence, ouais. Contre les autres? Contre quel genre de violence? Ça a commencé contre les autres et ça s'est fini contre moi. Et puis après, essayer de faire une abstinence à la violence, quoi. Essayer de plus détruire les autres et ni s'autodétruire, quoi. La plupart des femmes que je connais qui sont à la rue ont un comportement plus ou moins comme moi, quoi. C'est-à-dire? Ben, on aime bien jouer les mecs. On aime bien jouer les mecs et on a une force que la plupart des filles qui sont pas passées à la rue n'ont pas, quoi. Usine désaffectée, maison abandonnée, parking, mendicité, petit boulot. Maude s'est retrouvée à la rue sans vraiment le vouloir. Et rien ne lui a été épargné. Est-ce que la violence, ça existait avant la rue ou est-ce que c'est la rue qui t'a rendu comme ça? Je pense que ça existait avant la rue, parce que j'étais déjà en primaire, il y a des gars arrivaient vers moi, et ça arrive en primaire que des gars viennent et vous mettent un coup de pied, ou c'est un peu le jeu fille-garçon qu'on cherche. Et quand quelqu'un venait me mettre un coup de pied, comparé aux autres filles qui allaient pleurer dans les jambes du maître, ben moi je lui rendais, quoi. À mon avis, ce truc, je l'ai en moi depuis que je suis toute petite, quoi. Il y a sûrement quelque chose qui a fait que je devienne un peu plus agressive que les autres, quoi, mais quoi, je sais pas. Le fait de ne pas avoir connu mon père, peut-être que ça joue, mais aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de le connaître, alors je m'en sers surtout pas comme d'une excuse, quoi. J'en suis à un point où moi, je me dis que voilà, c'est comme ça sera pas autrement, et c'est pas grave, quoi. On fait avec, quoi. On fait avec. C'est pas non plus une catastrophe. Il y a plein d'enfants qui grandissent dans ce monde et qui sont abandonnés par leurs parents. En semaine,
Parce que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Nous sommes là pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans le monde des affaires au jour le jour. L'auteur du rapport déposé hier affirme que les manuels d'inspection sont moins sévères et que les délais d'intervention sont maintenant plus longs. La Société de transport de Laval veut décourager les malfaiteurs qui s'en prennent à ses employés et à ses véhicules. Elle va équiper ses autobus de caméras et fera appel à des policiers en civil. Les parents de Matthew Dade, un des 6 soldats tués en Afghanistan la semaine dernière, se sont adressés à la presse. Le père a dit que son fils était convaincu de sa mission, mais qu'il était frustré d'affronter un ennemi dans une guérilla. L'armée pakistanaise dit avoir découvert 73 corps d'islamistes dans la mosquée rouge d'Islamabad. 2 jours de combats intenses ont également tué 9 soldats. Aucune information n'est toutefois disponible à propos des enfants qu'on disait retenus en otage. Après 5 mois de captivité en Irak, une Allemande de 62 ans, Anne-Laure Krauss, a été libérée. Mais son fils de 20 ans est toujours aux mains des ravisseurs qui exigent le retrait des troupes allemandes de l'Irak. La gouverneure générale du Canada poursuit son voyage d'1 semaine au Brésil. Michaëlle Jean a rencontré le président Lula à Brasilia. Elle se rendra ensuite à Rio de Janeiro pour les Jeux panaméricains qui commencent vendredi. Toutes les Civics sont équipées d'un super moteur, le EV-Tech. En fait, il est tellement performant qu'il vient avec un beau cadran juste ici, là. Si vous roulez à 30, ça indique 30, 50, 50, 60. Dans la rue, Maude a cherché une nouvelle famille. Des gars et des filles en galère qu'elle retrouve à l'Herminette. Un vrai refuge pour elle. N'empêche, c'est vrai que... Et donc là, en ce moment, tu vis dans une grotte avec ta toile de tente, quoi. Ouais. Ça commence à bien faire froid. Dans ta bouffe, tu la prépares comment? Bah, je mange jamais chaud, quoi. Tu manges jamais chaud? Ouais, je mange que des sandwichs. Ouais. Pour faire sa place, Maude n'a pas hésité à user des poings. Mais ce n'est pas le cas de toutes les filles. Risque de viol, violence physique, le corps de la femme peut devenir une monnaie d'échange en guise de protection. Robert veille sur ce petit monde avec sérénité. C'est un père de substitution pour certaines. Il côtoie Maude depuis plusieurs années. 90% des gens qui sont dans la rue ont connu une forme d'abandon. Alors il y a l'abandon classique, des parents qui se barrent, il y a l'abandon suite au divorce, mais il y a aussi une manière d'abandonner un gosse, c'est d'ailleurs de le regarder comme on en voudrait envie qu'il soit et non pas comme il est. Cet abandon, il est présent chez Maude? Non, non. Je pense que c'est. Ouais, enfin, oui, voilà. Voilà. Ou de l'absence, d'une absence, ou de d'un vide, quoi. D'un vide et souvent d'un vide mal expliqué. Les parents de Maude ont divorcé à sa naissance. Depuis, elle n'a plus revu son père. Et avec sa mère, cela n'a jamais été simple. Adolescente, Maude multiplie les conneries. Insultes, vols, coups. Sa mère préfère que sa fille quitte la maison. Même si dans le fond, elles n'ont toutes les deux jamais vraiment coupé les ponts. Des photos, c'est parce qu'il nous manque. Quel genre de petite fille c'était, Maude? Quel genre de petite fille c'était, Maude? Alors Maude, casse-cou, infernale, terrible, un garçon manqué, violente à l'école, des parents qui nous appelaient pour nous dire « mais vous vous rendez compte, votre fille aujourd'hui a frappé mon fils ». Violente avec ses copains en général, quoi. Beaucoup de mal à assumer sa féminité à l'âge de l'adolescence. Et puis, même encore maintenant, je pense. Mais, une adolescence particulièrement douloureuse, quoi. Cette violence, elle a évolué comment? Je pense que elle a atteint vraiment le summum l'année dernière, au mois d'août, quand c'est moi qu'elle a frappé, quoi. Quand elle a levé la main sur moi, quoi, je crois que là, je pense que ce jour-là, elle s'est rendue compte de ce qu'elle faisait, quoi. Elle a eu l'image vraiment
de ce qu'elle pouvait, à quoi elle pouvait ressembler quand elle est violente, quoi. Parce que c'est vraiment, elle a une force de cheval, hein. Quand elle est en colère, c'est vraiment la colère, c'est pas une petite claque, c'est vraiment l'agression, c'est toute la haine, toute la colère, les insultes dans la rue, combien de fois, quoi. Combien de fois je me suis fait insulter dans la rue par ma fille, quoi. Ben moi, je pense quand même quelque part que ce manque qui vient de l'absence de son père, quoi. Moi, Maud, telle que je la vois maintenant, elle me ressemble, mais elle ressemble surtout beaucoup à son papa. Et c'est pas une punition, c'est une normalité. Or, elle, quand on lui disait ça, quand elle était petite, elle prenait ça pour une punition, quoi. Parce que c'est vachement dur de se construire par rapport à un absent, c'est ça? Voilà, par rapport à une photo. Vous avez une photo dans votre vie. Vous savez que cette personne, elle existe, elle est à l'autre bout du monde. Elle veut pas vous voir, elle veut pas vous parler. Vous avez 13-14 ans, vous vous demandez quand même bien qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça. On est quand même à une période où les séparations, les divorces, tout ça, ça a évolué, quoi, quand même. Mais bon, c'est pas non plus une catastrophe. Il y a plein d'enfants qui grandissent dans ce monde et qui sont abandonnés par leurs parents ou qui se retrouvent orphelins ou dans des situations pas possibles. C'est pas pour ça qu'ils deviennent violents et qu'ils vivent dans la rue. Et c'est une réaction qui a vraiment été propre à elle, quoi. Je pense pas qu'on puisse dire c'est un stéréotype de quoi que ce soit. Cette fille est là, l'as de la vie, l'as des décisions parentales. S'est retirée, s'est retrouvée à la rue. Perte d'estime de soi, est-ce vraiment par envie ou parce que soi-même on se déçoit? Accro, toujours à cran, les yeux dans le vide, le visage enflé par l'alcool, en plus des crampes dans le vide. 7 ans de vie commune entre trottoirs et bouches d'égout. Attendre la main sans que personne lui tende la perche, sûrement par dégoût. Elle n'a plus rien à perdre à cette époque, personne lui a accordé une part d'écoute. Sa tête, un bordel immense, elle a pu décrocher, elle a pu s'accrocher, si ça c'est pas une récompense, bien sûr que si quand on y pense. Quand les filles pètent les plombs, c'est parfois après des années de souffrance. Quitte à prendre des risques insensés, quitte à risquer leur vie derrière les barreaux. C'est toute l'histoire d'Ida. Nous l'avons retrouvée à la gare et ensemble, nous avons remonté le temps. Ida avait 17 ans au moment du drame. Elle en a aujourd'hui 34. Cela fait longtemps qu'elle n'est pas retournée à Salomé, une petite bourgade du nord de la France. Cela fait longtemps aussi qu'elle ne s'est pas replongée dans le souvenir de cette terrible journée du 18 juillet 1989. Là, on voit ma chambre. Tu vois, contre, il y a la maison qui fait plus renfoncée. Tu vois les fenêtres en haut par là, là. Ben, c'était ma chambre. Et l'autre à côté, c'était ma sœur Christine. C'est pas parce que j'ai fait ce drame que j'aimais pas mon père. Au contraire, je l'aimais. Je voulais pas lui faire du mal, je voulais juste qu'il arrête. Mais voilà, ça a fait autre chose et puis voilà. Quelle personne peut haïr son père? Je pense pas qu'il doit y en avoir beaucoup. Dans son ancien village, tous les voisins se souviennent d'Ida, cette frêle adolescente que son père martyrisait. Un néo-nazi qui terrifiait aussi tout le quartier. Ça va? Ça va, ça va. Un bisou? Oh, tu poupette. Aujourd'hui encore, Anita, la patronne du bar, n'a pas oublié ce qu'a subi la petite Ida. Elle aurait été plus garçon, peut-être qu'elle n'aurait pas été sous douleur de son père. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était un garçon. Et comme il a eu des filles, il se vengeait sur ses enfants. En plus, comme elle était de mauvaise santé, c'est elle qui prenait le pire de tout. Hein. Quand il se jetait dans le canal, tu te souviens?
Il l'a jeté dans le canal. Heureusement qu'il avait quand même sa sœur qui l'a repêché. Bonjour papa. Mais pourquoi? C'est une mongolienne, elle me dégoûte. Elle me dégoûte. Elle me dégoûte. Est-ce que dans ton enfance, Ida, il y a eu un jour sans violence? Ah ça, je me rappelle pas. Non, je vois pas un jour sans violence, non. Non, pas possible. Ah, moi, quand je pense à mon enfance, je vois tout le temps mon père en train de crier ou mettre des coups de poing. Non, je me rappelle pas une journée sans cri, sans rien. On jouait pas comme une petite fille normale, on jouait pas à la poupée. On apprenait à démonter les armes, à nettoyer, à tirer aux armes, à fabriquer des grenades. Donc c'était ça. C'était comme à l'armée, franchement, comme à l'armée. Habillés en kaki, ronjo, c'était pas des petites robes à dentelle. Ida est la troisième enfant d'une fratrie de 5 filles. Elle supporte la violence de son père en silence pendant des années, mais le jour où son père décide de tuer sa grande sœur qui a fugué, c'en est trop. Elle réfléchit et ne voit alors qu'une seule solution. Je suis descendue en bas, il y avait ma mère qui avait préparé les petits déjeuners. Après, ma mère, elle est sortie pour aller dans la cour prendre la poubelle. J'ai profité d'attraper une chaise, je suis montée sur la chaise et j'ai attrapé l'arme qui avait au-dessus du carillon. Je l'ai mis en dessous de mon t-shirt. Je suis rentrée dans la chambre à mon père, j'ai contourné son lit. J'étais derrière mon père et j'ai tiré. J'ai tiré et après j'ai fait vite à redescendre les escaliers. Ma mère elle est rentrée en plein moment. Puis elle m'a vue avec l'arme dans les mains parce que j'ai pas pris le temps de le ranger sous le t-shirt ni rien. Et ma mère me dit mais qu'est-ce que tu fais avec l'arme de ton père dans les mains? Et là je lui ai dit j'ai tué papa. Quand tu en reparles aujourd'hui, ça te fait quoi? Je ressens encore ce qui m'est arrivé en moi, de ne plus être soi-même. Ça me fait peur. Quelle personne j'étais à faire un acte pareil? Qu'est-ce qui a pu me pousser vraiment à bout? Jamais ça m'était arrivé d'avoir une violence pareille en moi. Est-ce que le fait d'avoir tué ton père t'a aidé à être une femme? Oui. Oui. Mon père, il serait là, il me reconnaîtrait pas, je pense. J'avais pas de forme du tout, j'étais le corps d'une jeune enfant, quoi. J'arrivais pas à devenir une jeune fille. Et après, quand j'ai porté mon enfant, ça m'a fait drôle. Je me sentais moins soldat. Un soldat ne fait pas d'enfant, normalement. Enfin, normalement. Un homme ne fait pas d'enfant. Ne porte pas l'enfant dans le ventre. Mais une femme, quand elle porte un enfant dans le ventre, ça fait une drôle de réaction. En 1992, la cour d'assises juge Ida pour le meurtre de son père. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, l'acquitte au nom de la légitime défense. Mais comment se reconstruire quand il n'y a pas eu de sanction, même symbolique? Et quelle femme est-elle devenue? Aujourd'hui, Ida est mère de 2 petites filles. Mais quand on la regarde, il y a toujours quelque chose en elle qui est resté du côté de l'enfance. Si je défends la cause des femmes, c'est que le chaos vient des flammes et que la flemme des hommes a enclenché la minuterie. Une minute de silence ou une minute de tuerie.
Mais en aucun cas, faut que ça s'excite, car en aucun cas, c'est la femme qui décide. Pour moi, l'affection n'est pas un encas, que l'amour ne se résume pas à une photo de mariage qu'on encadre pour qu'elle prenne la poussière, car il faut rentrer dans le cadre. Je sais que je suis hors jeu et que sur cette terre, je suis placé sur le banc des remplaçants. Des larmes aussi froides que des glaçons. Je suis écœuré de voir que l'arrivée d'une fille peut être une déception face à celle d'un garçon. Il fallait avoir le regard de son avocate sur cette étonnante décision de justice. Pour Blandine Lejeune, la question de la culpabilité d'Ida ne se pose même pas. Non coupable. C'est-à-dire Il n'y a pas mieux, il n'y a pas eu de crime. Il n'existe pas. Il n'y a pas eu de crime. Le texte dit il n'y a ni crime ni délit. Elle est acquittée. Donc elle ne peut pas se sentir coupable de quelque chose pourquoi la société a dit qu'elle n'était pas coupable. Mais est-ce que la justice a été plus clémente envers Ida parce que c'était une femme ? Moi, j'aurais tendance à penser le contraire. Que la justice est plus dure avec les femmes parce qu'elle intègre moins, elle comprend moins la violence des femmes. Moi, j'ai défendu des femmes à qui on ne pardonnait rien, quoi. Ou justement, là où on trouvera qu'un homme est maladroit, on trouvera qu'une femme est manipulatrice. Là où on trouvera qu'un homme s'est laissé dépasser, on trouvera qu'une femme est calculatrice. Mais est-ce que pour vous, il y a une violence typiquement féminine ou pas ? Je pense que oui, il y a une violence typiquement féminine. Je pense qu'il y a une violence chez les femmes beaucoup plus que l'on apprend à maîtriser. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas exploser. Les petites filles, on ne va pas leur apprendre à exprimer cette violence, mais plutôt à l'enfouir. Parce que ça ne se fait pas et que malgré tout, on est des êtres sociaux. Donc pour évoluer dans une société, il faut aussi se conformer à ces rites. Et je dirais que quand elle explose, là, elle peut faire très mal. Ça peut aller de 15 repas par jour et 15 vomissements, enfin autant de vomissements, quoi. On se récure de l'intérieur et on n'est plus rien. La violence extrême qu'elle a subie, elle l'a retournée contre son propre géniteur. Mais cette détermination froide qui l'a poussée à tuer, des filles la retournent parfois contre elle-même, avec une lucidité glaçante. C'est le cas des anorexiques, des jeunes filles qui martyrisent leur corps avec une extrême brutalité. Une violence spécifiquement féminine où la mort peut être au bout du chemin. Parce que cette image dans le miroir leur est insupportable. C'est l'histoire de Charlotte. Depuis l'âge de 15 ans, elle alterne grave crise de boulimie et d'anorexie. Ça peut aller de 15 repas par jour et 15 vomissements, enfin autant de vomissements, quoi. On se récure de l'intérieur et on n'est plus rien, enfin. Son histoire, elle a commencé par la dessiner avant de la raconter. C'est le désir de se vider de toute substance et même de soi-même. Et le cerveau prend le dessus et refuse tout ça. Donc effectivement, c'est extrêmement violent comme réaction. C'est un projet de mort, l'anorexie. Et il n'y a plus que ça, quoi. On n'a plus de plaisir hors de la destruction. Enfin, la quintessence, ça devient ça. « 32 kilos pour 1m60. C'est à l'état cadavérique que Charlotte est arrivée il y a 2 ans au service du docteur Pomereau à Bordeaux. 90% des anorexiques sont des filles.
une maladie qui peut atteindre un degré de violence inouï. Il faut se rappeler que les gens ne retiennent souvent de la violence chez les jeunes que la violence antisociale. Celle, en général, des garçons, ceux qui taguent les murs, qui brûlent les voitures, etc. Et la violence des filles, c'est une violence qui, évidemment, est beaucoup moins à expression antisociale, parce qu'au contraire, elles sont extrêmement conformes. Elles sont souvent d'excellentes élèves, elles sont sages comme des images, au point de mourir par surprise et en surprenant tout le monde par un arrêt du cœur qui surviendrait alors que personne ne s'y attend. Il y a une négation du corps et de tout ce qui peut inspirer la vie. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a un dégoût du sexe. Tout ce qui est relations sexuelles et tout ça est mis en suspens. Il n'y a aucun désir. Il y a tout ce qui peut évoquer la générosité des formes et tout ça est taillé, quoi, et complètement raboté. Et pourquoi, justement ? Parce que ça inspire la vie. Ce qu'on veut inspirer, c'est la mort. C'est que les gens détournent le regard plutôt que... Voilà. Vous faites des petites rotations. En cours d'expression corporelle, l'équipe du docteur Pomereau aide les adolescentes anorexiques à ne plus haïr leur corps. Donc, est-ce que vous retrouvez sur des exercices, ou en règle générale, de la violence ? C'est quand je la lance, moi. Ça me défoule, je décharge toute ma violence, quoi. Toute la haine que j'essaye de la mettre dedans. Même si je tape pas très fort avec mes bras spaghettis, c'est... Ouais, je mets toute ma haine dans la balle, quoi. Moi, c'est quand on fait la musculation. J'ai fait de l'hyperactivité et c'était une forme de violence, quoi. Parce que je voulais à tout prix faire souffrir mon corps. Ce qui m'a fait le plus violence, on va dire, c'était la glace. J'étais incapable de me regarder dans la glace, quoi. Je me sentais agressée par le miroir. Vous vous mettez de part, de face à face, vous tenez le bâton du bout des doigts. Le corps est un lieu, enfin c'est la souffrance aussi. Ça exprime aussi la souffrance dans la pathologie. Donc c'est le refus de la féminité, le refus de tout ce qui va avec, aussi le corps féminin, c'est-à-dire aussi le regard des autres, les rapports aussi qui changent aussi avec les autres, la sexualité qui va s'installer ou pas. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont avec, quoi. C'est pas la simple apparence féminine. Des corps d'enfants, une apparence presque androgyne, un entre-deux incertain, comme si les filles ne voulaient pas grandir. Disons que moi, c'était pas par rapport à la féminité que j'ai pris mes maigreurs, en fait. C'était plus par rapport à un mal-être, quoi, une violence vis-à-vis de moi. Parce que mon problème, c'est ça à la base. Moi, c'est pas la féminité qui me dérange, c'est moi. Donc voilà, je me suis détruite comme ça. C'était la volonté de faire disparaître mon corps, pour disparaître moi-même, en fait. Mais comment expliquer une telle détermination ? Et d'où viennent les racines de cette violence ? C'est peut-être une manière de manifester son désaccord avec la mère ou sa rancune. Dans le cadre d'une relation fusionnelle telle la nôtre à une époque, je pense qu'il y a eu un besoin de rompre et en même temps de lui dire je suis là, j'existe, je suis moi. Et je ne resterai pas telle que tu m'as faite.
Absence du père, présence étouffante de la mère. Quelque chose s'est cassé, mais quoi? Nous ne sommes pas sortis indemnes de ce voyage, et nos questions ont été remplacées par d'autres. Il n'existe pas une violence féminine, mais plusieurs. Violence que les filles gardent le plus souvent tapie au fond d'elles. Une violence, mais aussi une combativité. C'est ce qui les rend touchantes, sans pour autant les excuser. Cette fille est lasse, lasse de la vie. Ces filles sont là, lasse de la cité. Cette fille a mal, mal de l'anorexie. Ces filles sont lasses, merci à elle quand elle se sacrifie. Mounia, la jeune rappeuse qui nous a accompagnés tout au long de ce voyage, connaît elle aussi la violence. Mais elle a préféré l'exprimer avec ses mots. Aux dernières nouvelles, les filles de cité poursuivent leur année de 3e sans trop d'incidents. Maude a trouvé un appartement et même un travail. Charlotte poursuit brillamment ses études de psychologie, mais souffre toujours d'anorexie. Émilie doit être jugée pour ses actes de violence, mais l'équipe du CEF est confiante. Quant à Ida, elle vient de tomber amoureuse. RDI, source d'information. Même durant la... Je veux comprendre aussi. Afghanistan, l'heure du départ approche à Valcartier. Celle des déchirements aussi. C'est des sentiments qui sont très mitigés. En vidéo, en vidéo-bas, c'est très émotif. Au cœur de la grosse pomme, le cirque des 7 doigts de la main à la conquête de New York. On veut juste déjà faire un bon 3 mois à New York et que les gens aiment. Bonsoir à tous. Plus que n'importe où ailleurs en Occident, c'est au Canada que la consommation de marijuana est la plus répandue. S'il faut en croire une étude rendue publique par l'ONU, un adulte canadien sur 6 reconnaît en avoir consommé récemment. Et Frédéric Arnould, c'est beaucoup, même beaucoup plus qu'aux Pays-Bas, où pourtant la marijuana est décriminalisée. Bon, en effet, Geneviève, si on regarde les chiffres, aux Pays-Bas, ils sont seulement 6% à avoir déjà consommé du cannabis. Ici, au Canada, ils sont presque 3 fois plus nombreux que la moyenne néerlandaise. Là-bas, le cannabis est décriminalisé, mais les gens en consomment moins. Alors la question se pose, pourquoi ne pas le légaliser? Eh bien, c'est une question qui est posée par les fumeurs de joint à Stephen Harper, qui, lui, n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Bienvenue dans le royaume de celui qui s'est autoproclamé le prince du pot. Marc Emery est aussi chef du parti Marijuana de la Colombie-Britannique et il possède ce véritable supermarché où on trouve tout ce qu'il faut pour consommer l'herbe illégale. Cet apôtre de la légalisation du pot s'est déjà fait arrêter 22 fois et a fait de la prison 17 fois pour possession et vente de graines de cannabis. Et il risque encore la prison si on l'arrête avec ce joint sur lui. Des fumeurs de joint, il y en a beaucoup au Canada selon un rapport des Nations Unies. Plus de 16% des Canadiens entre 15 et 64 ans admettent qu'ils en ont déjà fumé. C'est presque 4 fois la moyenne mondiale. Pourtant, c'est toujours illégal. En 2003, Jean Chrétien avait présenté un projet de loi qui aurait décriminalisé la possession de marijuana. Un projet mort au feuilleton que Paul Martin, sans grand enthousiasme, a tenté de ranimer sans succès. Pendant ce temps, le nombre d'arrestations pour possession simple de cannabis a fluctué au gré des humeurs politiques. Des hauts et des bas qui ont semé la confusion selon cette criminologue. Même la police était confuse à l'époque de l'annonce du projet de loi. Ils ne savaient plus si ça signifiait qu'on allait encore arrêter, on n'allait plus arrêter. Mais il reste que même si le projet de loi n'est pas passé,
Au niveau des jeunes, ils ont conservé pour plusieurs le message que ça va bientôt être légal. Ce qui est loin d'être le cas. Stephen Harper a pris le pouvoir en 2005 et a complètement abandonné l'idée. Aussi, depuis 2006, les arrestations ont augmenté de 20 à 50% à Toronto, Ottawa et Vancouver. Le gouvernement canadien ne devrait pas avoir peur de la décriminalisation, selon cet avocat. Le statut légal de la drogue n'a presque aucun effet sur le taux de consommation. Marc Emery abonde dans le même sens. La légalisation du pot ne le rendra pas plus populaire. Malheureusement pour ces adeptes du pot, le gouvernement conservateur a un autre projet de loi, le C-32, qui indirectement ouvrira la porte à plus de répression des consommateurs de cannabis. Bref, leurs espoirs de légalisation risquent bien de partir en fumée. Frédéric Arnould, Radio-Canada, Vancouver. D'un côté, un groupe d'intérêt qui utilise la force de l'image pour faire avancer sa cause. De l'autre, une entreprise qui forcément se retrouve sur la défensive. Les images filmées par le réseau Action Globale et qui montrent les mauvais traitements infligés à des canards dans une usine où l'on produit du foie gras ne peuvent pas laisser indifférents. Alors ce soir, la compagnie Périgord a reconnu qu'il y avait un problème. Christian Latreille. Ces images ont été tournées pour Global Action Network et Farm Sanctuary, deux groupes qui dénoncent la cruauté envers les animaux. Ces canards pourraient bientôt se retrouver sur les tablettes des épiceries et dans les assiettes des consommateurs. Les scènes de mauvais traitement et de gavage ont été filmées par un ex-employé d'élevage Périgord. Cette entreprise produit du foie gras à Saint-Louis-de-Gonzague, près de Valleyfield, au Québec. Les deux groupes d'activistes qualifient ces méthodes de production de barbares. C'est l'occasion pour nous de lancer une nouvelle campagne pour mettre un terme à la production du foie gras au Canada. Le directeur général d'élevage Périgord admet qu'une partie des images diffusées provenaient de ces installations. La direction de l'entreprise a été choquée par ce qu'elle a vu et un de ses employés a déjà été suspendu. Il est clair que le type de comportement qui a été dépeint dans la vidéo de ce matin est inacceptable, cruel et ne reflète en rien notre façon de faire. Entrez ton cul, tabarnak! Le producteur de foie gras prétend qu'il ignorait ce qui se passait à l'intérieur de son établissement. Il mène une enquête interne et collabore avec la Sûreté du Québec. Dans notre enquête, c'est sûr qu'il va falloir savoir et prouver hors de tout doute que les images proviennent bel et bien de chez Périgord. Le ministre de l'Agriculture refuse de se laisser émouvoir par ce qu'il a vu et attend la fin de l'enquête. Il y a toujours la présomption d'innocence au Québec. Il y a une enquête, le processus va suivre son cours. À la lumière du rapport d'enquête, on verra quelle conclusion on en tire. Les groupes de défense des animaux ont convaincu plusieurs pays, dont Israël et la Suisse, de bannir la production de foie gras. Aux États-Unis, la ville de Chicago a même interdit aux restaurants ou aux épiceries d'en vendre. Au Canada, le Québec est la seule province qui en produit. Christian Latreille, Radio-Canada, Montréal. Nouvelle journée d'audience, autre série de révélations troublantes à la commission Johnson. Comme hier, les témoignages entendus aujourd'hui convergent dans la même direction. Plus d'une fois, la surveillance et l'entretien du viaduc qui s'est effondré l'automne dernier à Laval ont fait cruellement défaut. Et c'est sans compter sur les normes du ministère des Transports qui sont devenues moins sévères au fil des ans. Jean-Sébastien Cloutier suit les travaux de la commission. C'est l'été, c'est relax. Mercredi midi, 3 amis sont réunis. Jean-Nicolas Chagnon, Sébastien Brisebois et Patrick Prémont sont des techniciens médicaux dans les forces canadiennes. Sébastien est en mission dans le sud de l'Afghanistan depuis février. Il est présentement en vacances au Québec. Patrick part en août. C'est comme je pars à l'aventure un peu. Rendu là-bas, on verra comment va aller l'aventure. Jean-Nicolas, lui, part dimanche. Il a hâte de vivre cette mission, mais en ce moment, son goût de partir se heurte à l'idée de quitter sa famille. C'est des sentiments qui sont très mitigés. En vidéo, en vidéo-bas, c'est très émotif la majorité du temps. Ouais. Jean-Nicolas partira avec 200 militaires. C'est le plus gros groupe de Valcartier qui sera déployé d'ici la fin août.
À quelques jours du départ, les expériences de Sébastien sont précieuses. Ça permet de savoir comment il se sent, qu'est-ce qu'il a vécu là-bas, qu'est-ce que je peux, moi, m'attendre. Et justement, Sébastien a peur. Pas nécessairement pour lui qui doit retourner pour compléter sa mission, mais surtout pour ses amis et sa conjointe qui seront déployés dans la région de Kandahar. Ça va être une longue séparation, puis ça va être beaucoup de stress pour moi. À la maison, là, de savoir ce qui se passe, puis de savoir que j'ai des gens que j'aime là-bas, c'est plus compliqué un petit peu. Depuis 5 mois, Sébastien a perdu 22 coéquipiers, dont un frère d'armes, Christos Karidjianis. Son véhicule non blindé a été la cible d'une bombe artisanale. Il s'en souviendra longtemps. Ah oui, ça a été quelque chose de très émotif. Tous les trois sont bien conscients que le conflit s'enlise et ressemble de plus en plus à la guerre en Irak. Je sais que c'est leur travail. On est tous dans les forces pour ça. C'est ce qu'on recherche. Mais si je pourrais tous les garder ici, je le ferais, c'est sûr. Les militaires sont bien conscients d'une chose. Les émotions les plus difficiles, ce sont leurs proches qui les vivent. Ceux qui doivent rester derrière, impuissants face à la violence et au danger qu'ils devront affronter en sol afghan. Kate Sené, Radio-Canada, Québec. Le numéro 2 d'Al-Qaïda appelle les Pakistanais à la rébellion pour défaire le régime de Pervez Musharraf. Dans un enregistrement audio diffusé par Internet, Ayman al-Zawahiri estime que l'assaut contre la Mosquée Rouge vise à éradiquer l'islam du Pakistan. Par ailleurs, les soldats ont fini de sécuriser les lieux et tué les derniers combattants qui s'étaient réfugiés dans des tunnels fortifiés. L'armée dit avoir trouvé 73 corps dans la mosquée après les combats d'hier. Les 4 Britanniques reconnus coupables d'attentats ratés en 2005 écopent de la prison à vie. Ils planifiaient faire détonner leur sac à dos bourré d'explosifs dans le métro et un autobus 2 semaines après les attentats du 7 juillet 2005. Les 2 autres accusés dans l'affaire devront subir un nouveau procès parce que les jurés n'ont pas réussi à s'entendre sur un verdict. Des signaux contradictoires émanent de la Libye. Aujourd'hui, la Cour suprême a confirmé la peine de mort prononcée contre un médecin palestinien et 5 infirmières bulgares qui auraient infecté des centaines d'enfants au VIH. Mais la puissante fondation Kadhafi annonce de son côté qu'une entente entre les familles des victimes et l'Europe pourrait permettre d'éviter leur exécution. La gauche française continue de s'effriter après la double défaite aux présidentielles et aux législatives. Cette fois, c'est Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture sous Mitterrand, qui quitte les instances dirigeantes du Parti socialiste. Il serait même sur le point d'accepter une nomination offerte par nul autre que Nicolas Sarkozy. Notre correspondant Luc Chartrand est à Paris. Et Luc, donc, c'est une défection de plus qui fait très mal aux socialistes. En effet, Geneviève, tout d'abord, Jack Lang est une des personnalités socialistes les plus populaires dans l'opinion. De plus, il était conseiller spécial de Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle, donc c'est un symbole. Et enfin, c'est la 10e personnalité socialiste qui est ainsi débauchée par Nicolas Sarkozy depuis son élection. Ça fait mal. Est-il Machiavel ou est-il le plus grand rassembleur depuis le général de Gaulle? En 2 mois à peine à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy a mené une politique d'ouverture qui déroute les observateurs et assomme ses adversaires. Le dernier électrochoc pour les socialistes, c'est la démission de Jack Lang de la direction du parti. Nicolas Sarkozy lui a proposé de participer à la réforme des institutions politiques du pays. Le premier secrétaire socialiste, François Hollande, s'y était opposé. Jack Lang lui a envoyé une lettre cinglante. « Je ne me reconnais plus à travers les méthodes de direction qui sont les tiennes. » Le Parti socialiste éclate tout simplement. Nicolas Sarkozy a débauché ses vedettes l'une après l'autre. Aujourd'hui, les choses ont changé. D'abord Bernard Kouchner, nommé au prestigieux poste de ministre des Affaires étrangères. Puis, pas moins de 6 personnalités de gauche sont entrées au gouvernement. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, a aussi accepté une mission de Sarkozy, produire un rapport sur la mondialisation. Et puis Dominique Strauss-Kahn, l'ex-ministre socialiste des Finances, qui est devenu le candidat de Sarkozy pour la présidence du Fonds monétaire international. L'agacement trahit mal le désarroi des socialistes. Alors, si Nicolas Sarkozy a une intention politique, au-delà de son rôle de président, de rassembler les Français, consiste à casser le gauche et le Parti socialiste
il ne trouvera. À moins que Sarkozy soit en train d'administrer aux socialistes la purge salutaire qu'il n'aurait pas su se donner tout seul. On peut faire l'hypothèse que c'est comme ça que le Parti socialiste va se rénover et qu'au fond, sans le vouloir sans doute, Nicolas Sarkozy rend un service au PS en indiquant la sortie à certains ténors. Il y a ceux qui prêtent à Nicolas Sarkozy le noir dessein de débaucher des socialistes pour mieux détruire leur parti. Et ceux qui pensent qu'il cherche à rassembler des gens de tous les horizons politiques au moment de lancer des réformes difficiles. Luc Chartrand, Radio-Canada, Paris. Un bébé vieux de 10 000 ans. Un éleveur de rennes a retrouvé en Russie cette jeune femelle mammouth congelée. Sa trompe et ses yeux sont intacts et elle a encore des poils de son épaisse fourrure. Les chercheurs croient que même ses organes internes sont en bon état. Ils comptent aussi décoder l'ADN du mammouth qui a disparu il y a quelques milliers d'années, mais les méthodes actuelles ne permettront pas encore de le cloner. Un coup de pouce pour les entrepreneurs et les produits régionaux du Québec. Un grand Torontois disparaît. Edwin Mirvish n'est plus. Les 3 plus grands spectacles vous en mettront plein la vue. Bartellus, ville de Saguenay et bleu avec les baleines qui dansent à la queue leu. T'es si belle et si près de moi, Charlevoix. T'es si belle et si près de moi, Charlevoix. Un lieu unique, des feux magiques. Soyez de la 13e saison des Grands Feux Loto-Québec du 21 juillet au 8 août au Parc de la Chute Montmorency à Québec. Assistez à une compétition internationale unique au monde où se marient l'eau, le feu et la musique. 6 rendez-vous féeriques avec l'Espagne, l'Argentine, la Chine, le Canada, le Portugal et la grande finale Loto-Québec. Réservez au 1-888-523-FEU sur lesgrandsfeux.com ou sur le réseau Admission. Du 21 juillet au 8 août, la nature s'éclate au Grands Feux Loto-Québec, l'événement de l'été à Québec. Ce n'est pas nécessairement facile de prospérer en milieu rural. Il sera donc intéressant de voir dans quelle mesure l'annonce d'aujourd'hui pourra changer la donne. Québec annonce l'entrée en vigueur de mesures pour encourager les entrepreneurs ruraux à développer de nouveaux produits. Julie Dufresne en a rencontré un. Éric Proulx fabrique des fromages de chèvre artisanaux. Un petit producteur agricole, mais qui voit grand. Son projet, développer le premier IGP fromager pour la région de Québec. Un IGP. Un IGP, c'est une indication géographique protégée. C'est un peu le pendant des appellations d'origine protégée. C'est ce qui s'est fait, ce qui fait un peu en France, là, dans les vins et le fromage. Ce premier IGP, donc, serait un fromage bleu. Et il pourrait bien voir le jour sur la ferme d'Éric Proulx d'ici l'an prochain. En partie grâce à un programme issu de la politique de la ruralité du gouvernement Charest. À la création de produits de spécialité. Cette nouvelle mesure de 12 millions de dollars vise à créer d'ici 7 ans 480 nouveaux produits des secteurs bioalimentaire, agroalimentaire ou patrimonial. On parle d'une aide financière qui pourrait atteindre jusqu'à 25 000 $ par projet. Alors, vous comprendrez qu'on s'adresse ici à des petites entreprises, à des micro-projets. Avec son chiffre d'affaires de 160 000 $, il s'agit là d'une aide appréciable, estime Éric Proulx. Mais est-ce suffisant? C'est un départ, mais je vous dirais qu'il faut que ça aille beaucoup plus loin que ça. Au rythme où ce que les fermes font faillite une après les autres, mettons qu'il faut que le coup de barre soit beaucoup plus concret, là. Mais le ministre de l'Agriculture soutient que ce n'est qu'un premier pas pour voir plus de produits de chez nous sur les tablettes des supermarchés. C'est dans la continuité d'un gouvernement qui s'engage envers ces régions et on le fait vraiment à très petite dimension, mais ça commence là. Manifestement, le gouvernement Charest veut reconquérir les régions. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture annonce pour cet automne une stratégie alimentaire qui inclura notamment la question de l'étiquetage et de la provenance des aliments sur nos tablettes. Une question qui préoccupe depuis plusieurs années déjà les producteurs de chez nous. Julie Dufresne, Radio-Canada, Québec.
La société de transport de Laval a installé des caméras cachées dans certains de ses autobus, à bord desquels des policiers aussi seront affectés. La STL entend ainsi lutter contre le vandalisme et améliorer la sécurité des usagers lors de leurs déplacements. On rapporte une 50aine d'incidents violents par année dans les autobus à Laval. Les automobilistes qui empruntent chaque jour la rue Sherbrooke-Est entre les rues Amherst et Baudry à Montréal devront prévoir un autre itinéraire pour les prochaines semaines. Ce tronçon est fermé dans les deux directions. Le bris d'une conduite d'eau a provoqué un affaissement de la chaussée. La Ville de Montréal fait des réparations d'urgence qui vont durer 3 semaines, 4 même, si les pluies sont abondantes. Les quelques 252 employés du Journal de Québec, en lockout depuis près de 3 mois, ont manifesté contre leur employeur ce matin. Pendant ce conflit de travail, le journal continue d'être produit par des cadres de la compagnie. Les employés, eux, produisent leur propre quotidien en version gratuite. C'est le premier arrêt de travail depuis la fondation du Journal du Québec, il y a 40 ans. Bonsoir Gérald. Bonsoir Geneviève. Alors la croissance de l'économie canadienne pourrait ralentir? Oui, de l'avis du Conference Board, la force du dollar canadien va ralentir l'économie d'ici la fin de l'année. Le dollar a gagné quand même plus de 11 % depuis janvier, ce qui nuit aux exportateurs. La prévision de croissance du PIB pour le Canada en 2007 est donc revue par le Conference Board de 2,8 à 2,5 % pour l'année en cours. Le Conference Board affirme que la force du dollar et aussi le ralentissement aux États-Unis nuisent présentement aux manufacturiers et que la Banque du Canada ne sera plus tentée d'augmenter ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Bien, quant à la croissance de la Chine, elle ne cesse de nous étonner. La croissance du produit intérieur brut a été plus forte qu'annoncée, imaginée en 2006 en Chine, après des croissances du PIB de plus de 10 % en 2003, 2004 et 2005. Le PIB chinois a cru de 11,1 % l'an dernier. Les économistes s'attendent à ce que la Chine dépasse l'Allemagne cette année au 3e rang des pays les plus puissants au niveau du PIB. Les mesures de resserrement monétaire devraient quand même ralentir quelque peu la hausse du PIB en Chine. Enfin, Alcan confirme négocier avec d'autres entreprises après avoir rejeté l'offre de plus de 30 milliards de dollars canadiens d'Alcoa. Nous avons appris qu'Alcan est sur le point d'annoncer une transaction très bientôt. Selon le Times de Londres, la Britannique Rio Tinto offrirait près de 36 milliards de dollars pour acheter Alcan. Bien, merci Gérald. Au revoir. Au revoir. Il était un pilier de la culture à Toronto. Edwin Mirvish est mort ce matin, 92 ans. Fils d'immigrant devenu homme d'affaires, Honest Ed a entrepris une deuxième vie comme impresario et producteur de théâtre. Et malgré les honneurs de la famille royale, Edwin Mirvish est demeuré toujours humble et proche des Torontois moins favorisés. Alors, parcours d'un philanthrope, Luce Gauthier. Né en 1914 en Virginie et arrivé à Toronto à l'âge de 9 ans, Ed Mirvish laisse derrière lui un véritable empire. Mr. Entertainment, he started live theater. We did not know what live theater was until... Pour Mel Lastman, ancien maire de Toronto et ami du défunt, Ed Mirvish est celui qui nous a fait découvrir la comédie musicale. And to begin to make Canada, and Toronto in particular, a theatrical force in the world. Pour Garth Drabinsky, impresario de Toronto, la ville et le pays lui doivent leur réputation à l'échelle mondiale. Edwin Mirvish devient homme d'affaires et personnalité publique en 1948 en faisant l'acquisition de l'édifice qu'il transforme en palace d'articles à rabais. Honest Ed et ses 23 000 lumières deviennent une véritable institution au cœur du quartier qui accueille de nombreux immigrants dans les années 50. The cast of Hair. Ed Mirvish s'illustre dans le domaine culturel et artistique, bien qu'il dise ne rien connaître aux arts. C'est sa femme, Anne, ironise-t-il en entrevue, qui l'encourage à s'y impliquer. En 1962, il sauve de la démolition le théâtre Royal Alexandra, théâtre où des années plus tard, les comédies musicales comme Le Roi Lion et Mamma Mia font courir les foules. 20 ans plus tard, Ed Mirvish et son fils David répètent l'exploit à Londres, avec la réfection du célèbre théâtre Royal Vic.
Ed Mirvish devient ainsi un philanthrope d'importance aux yeux des membres de la famille royale qui vont jusqu'à le faire commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. Mais aux yeux des Torontois, Ed Mirvish est bien plus qu'un éminent homme d'affaires. Il est un monument pour la communauté immigrante, d'une humilité et d'une générosité peu égalées. Ils étaient des centaines à faire la file à Noël devant les portes d'Honest Ed pour se procurer une dinde gelée que donnait généreusement Ed Mirvish aux Torontois dans le besoin. Et c'est dans ce célèbre royaume d'articles à rabais qu'Ed Mirvish s'imaginait, même après sa mort. And this person sitting in the middle of the store on the throne would turn the hourglass up and down, up and down. Je veux que mes cendres soient déposées dans un sablier, confiait-il récemment, sablier qui serait continuellement retourné pour que les clients puissent dire « Voilà Ed, il court toujours parmi nous ». Luce Gauthier, Radio-Canada, Toronto. Une jeune troupe de cirque du Québec, les 7 doigts de la main, passe l'été à